Merci beaucoup Pascal. Je crains déjà le moment où je vais entendre ton téléphone qui sonne pour dire que mes 20 minutes sont passées. Merci beaucoup aussi Dalila pour cet excellent aperçu du bilan. Je pense que beaucoup de gens maintenant ont envie de le creuser, de le lire. Donc dans les conclusions de ce livre, nous discutons un peu plus en détail ce fameux socle européen des droits sociaux. Et Pascal, j'ai déjà entendu quand Dalila a commencé à parler, je voyais déjà dans ton body language que tu es largement en désaccord avec notre optimisme. Et donc je me réjouis déjà de tes commentaires dans un instant. C'est toujours bien d'être en désaccord. Donc juste en deux mots, en deux slides, de quoi s'agit-il ce socle? Parce que peut-être pas tout le monde dans la salle a lu ce petit texte qui a pourtant dominé quelque part, c'est un petit texte d'à peine 10 pages, qui a dominé ce bilan social de l'Union européenne 2018, parce que c'était quand même l'événement clé, au moins dans le domaine social. Donc le socle a été adopté, comme vous le savez peut-être, par le sommet social de Göteborg il y a bien un an. On vient de fêter la première anniversaire de ce bébé. En fait, ce ne sont que, si vous voulez, 20 principes qui sont souvent formulés comme des droits, et je suis sûr que Pascal va revenir là-dessus. Ce socle, donc ces 20 principes, visent de façon assez, je dirais même trop prudente, une convergence sociale ascendante. J'ai dû vérifier le mot ascendante, bon, je suis non francophone, mais les principes ne sont bien sûr pas contraignants en soi. Le socle finalement est conçu, ou était conçu à la base pour les pays de la zone euro, mais vise de facto et a été adopté en fin de course par les 28, ce qui est d'ailleurs un peu surprenant, mais je reviendrai là-dessus. Donc juste pour illustrer, parce que des principes, c'est quoi des principes? Ça peut être tout et n'importe quoi. Dans le chapitre 1, par exemple, il y a ce principe en matière d'égalité des chances, et je ne l'ai pas pris par hasard, Pascal, bien sûr. Je sais que c'est ton domaine de recherche, et comme ça on peut être encore plus en désaccord. Le principe dit que toute personne a droit à l'égalité de traitement et à l'égalité des chances en matière d'emploi, de protection sociale, d'éducation et d'accès aux biens et aux services. Un autre principe dans le chapitre 3 qui parle de la protection sociale et de l'inclusion sociale. Ce principe 18 sur les soins de longue durée. Et ça j'ai pris parce qu'avec Denis on a beaucoup travaillé sur ce sujet. Toute personne a droit à des services de soins de longue durée abordables et de qualité, en particulier des services de soins à domicile et des services de proximité. C'est ça le socle européen des droits sociaux. 20 principes, certains beaucoup plus longs, avec des sous-principes, etc. Mais grosso modo, c'est ça. Et si vous voulez en lire plus, il y a ce petit leaflet, comme on dit, flyer fait par la commission de 20 pages où vous pouvez tout lire. Maintenant, dans le livre, comme Dalila l'a déjà évoqué, on essaye, et notamment Sebastiano Sabato et Francesco Corti, évaluent très tôt, en fait, dans sa carrière, disons, parce que, comme je viens de dire, il a été adopté il y a à peine un an. On évalue, ils évaluent l'efficacité de cet instrument à travers 3 aspects: sa capacité de redynamiser l'agenda social, d'orienter les politiques des États membres, et enfin, beaucoup plus compliqué bien sûr, sa possibilité d'influencer les politiques macroéconomiques et budgétaires. Et là-dessus, Pascal, je peux déjà dire que je suis beaucoup moins optimiste. Donc on va être en accord là-dessus, je pense. Donc, brièvement sur l'aspect redynamiser l'agenda social, je peux être bref parce qu'effectivement, Dalila a déjà très bien présenté ce point. Elle a bien expliqué qu'il y a eu ce paquet socle et le paquet équité sociale qui ont relancé un nouvel agenda législatif européen en matière de politique sociale, et entre autres, ou notamment en matière de protection sociale, qui est bien sûr
un domaine, un champ politique extrêmement sensible au niveau des États membres, et il fait pourtant partie de ou de ces paquets législatifs. Le socle, ça c'est notre interprétation optimiste, est donc effectivement la capacité de devenir un tournant, notamment à travers la répolitisation des politiques sociales de l'Union européenne, et je reviendrai là-dessus dans un instant. Dalila a déjà appelé à une certaine prudence, qui est effectivement très bien élaborée dans le chapitre de Stefan Klauer de ITY. Elle a fait référence à ces concepts antagonisme, les désaccords, et Slavina va nous parler un peu plus de ce qui se passe en matière de cette proposition de recommandation en matière de protection sociale des indépendants. Et en fait, dans le chapitre de Stefan Klauer, il décrit de façon très bien, je trouve, que le refus des partenaires sociaux au niveau européen, donc Business Europe, la Confédération européenne des syndicats et les collègues, a en fait causé des graves dommages collatéraux, comme il l'appelle dans son chapitre, au niveau des dialogues sociaux européens, jusqu'au point où il se demande si les partenaires sociaux seront encore désireux et capables de s'attaquer à certains problèmes importants, y compris les conséquences de la digitalisation, sur lesquelles on a en fait un chapitre. Bien sûr, Philippe Rochet, qui travaille à l'Institut syndical européen, nous parlera, sinon je lui poserai la question, sur cette perspective de dialogue social européen, suite effectivement à ces graves dommages collatéraux dans le cadre des propositions dans ce socle social. Deuxième point ou deuxième clé de lecture, c'est effectivement la capacité de ce socle d'orienter les politiques des États membres. Et là, bien sûr, il est extrêmement tôt de dire quoi que ce soit, après un an. Quand même, juste souligner, comme on le fait dans le livre, que le socle, en fait, a été intégré très vite dans le cycle 2018 du fameux semestre européen, donc le cycle annuel d'évaluation des politiques économiques, emploi et affaires sociales, et notamment pour les amateurs ou pour ceux qui suivent ce semestre européen, le socle est apparu très clairement en 2018, fin 2017, début 2018, dans l'examen annuel de la croissance, la Annual Growth Survey, dans le fameux rapport conjoint sur l'emploi, qui contient une analyse sur base des indicateurs du tableau de bord qui a été intégré au socle, et enfin les éléments du socle se retrouvent dans les nouvelles lignes directrices pour l'emploi. Donc tous ces documents que j'évoque ici, et qui sont les documents phares du semestre européen, ont été adoptés en novembre 2017, et donc ça veut dire que la Commission n'a même pas attendu la proclamation officielle du socle par les chefs d'État et de gouvernement et d'autres acteurs institutionnels pour commencer à intégrer son langage dans ses publications principales. Deuxième élément, en ce qui concerne le potentiel du socle d'influencer les politiques des États membres, et Dalila a déjà fait allusion à ça, on estime que le socle introduit, notamment à travers le semestre européen, mais aussi en fait à travers les fonds européens, et on va peut-être revenir là-dessus, une nouvelle approche qu'on a nommée une approche d'investissement social fondée sur les droits dans les politiques européennes. Et donc la Commission essaye de réconcilier ou de relier la mise en œuvre de certains droits avec les idées qui ont été formulées en 2013, pour ceux qui se souviennent, dans le fameux paquet d'investissement social. Reste bien sûr, et ça c'est un grand caveat, je ne sais pas comment on dit en français, une grande question, et bien sûr, c'est de déterminer dans quelle mesure ces principes seront pris en compte dans les politiques nationales,
y compris, mais non seulement dans les programmes nationaux de réforme dans le cadre du semestre, et avec la grande question si à un moment donné, les parties prenantes, ou les stakeholders, comme on dit en beau français, stakeholders, les parties prenantes, les syndicats, les employeurs, les ONG, vont être impliqués dans la mise en œuvre de ce socle, de ces 20 principes. Et là-dessus, on doit être honnête, hein, donc surtout au début du semestre européen, les mécanismes d'implication de ces parties prenantes, de ces acteurs sociaux, a été extrêmement limité, hein, ne permettant vraiment aucune implication significative. Depuis 2014, depuis la commission Juncker, leur implication dans la gouvernance économique s'est accrue, fait partie de ce qu'on appelait, ce que certains ont appelé la socialisation du semestre européen, mais la situation au niveau national est extrêmement variée, et je serais intéressé de savoir si quelqu'un a une idée sur l'implication des parties prenantes en France dans toute cette histoire européenne. Troisième élément, donc à travers lequel nos collègues et nous-mêmes on a essayé disons, de tester ou d'évaluer l'impact de ce socle, de ces principes. Disons le troisième test, qui est peut-être le test décisif, c'est la capacité potentielle, hein, parce que clairement il n'a pas encore là, de ce socle d'orienter les politiques macroéconomiques et budgétaires de l'Union européenne, afin de garantir que les États membres disposent des ressources budgétaires suffisantes pour mettre en œuvre des initiatives liées au socle. La récente histoire avec l'Italie en est la parfaite illustration, malheureusement pas une illustration qui prête à l'optimisme. Pourtant, certains pensent que le socle pourrait donner aux acteurs sociaux la possibilité d'utiliser la proclamation interinstitutionnelle solennelle de ce socle pour exiger des comptes pour toutes les initiatives allant à l'encontre des principes qui ont été endossés au plus haut niveau politique, notamment dans le cadre de ce socle. Hein. Donc c'est ceux qui croient que effectivement ce genre d'instrument européen peut être utilisé ou pour mener à un usage par des acteurs au niveau social, comme ça a été le cas avec d'autres instruments soft dans le passé, notamment dans le cadre de la méthode ouverte de coordination et d'autres instruments. Et ces optimistes estiment qu'effectivement, ça pourrait avoir un impact aussi sur les politiques macroéconomiques et budgétaires. Bon, la réalité, bien sûr, est que les procédures existantes concernant les déséquilibres macroéconomiques, désolé pour tout ce jargon communautaire, aussi la procédure concernant les déficits excessifs, sont inscrites dans les traités, ce qui n'est pas le cas avec le socle. Ils sont mis en œuvre par les ministres des Finances, qui se réunissent, comme vous savez, dans les réunions de ECOFIN. En plus, repose sur une batterie d'indicateurs extrêmement solides et malheureusement pas vraiment contestés, tandis que le tableau de bord ou les indicateurs ou le tableau de bord qui accompagnent le socle restent assez incomplets, mais ne sont pas très fiables à ce point. Et surtout, le poids de ces indicateurs du tableau de bord qui est lié au socle, son poids n'est pas très clair, sa fonction vis-à-vis des tableaux de bord existants dans le domaine macroéconomique reste à clarifier. Et donc on estime que d'autres initiatives beaucoup plus ambitieuses, y compris, et je reviens là-dessus dans un instant, le développement d'une feuille de route pour la mise en œuvre du socle, seront nécessaires si on veut un jour avoir un espoir d'arriver à ce but, c'est-à-dire que le socle ait une influence sur les politiques économiques de l'Union européenne, surtout parce que la Commission européenne elle-même, parfois en contradiction avec elle-même, mais c'est très rare, écrit que « The pillar should be implemented according to available resources
and within the limits of sound budgetary management and treaty obligations governing public finance. Donc effectivement, Pascal, on n'est pas très optimiste là-dessus. Donc en conclusion de ce point, la possibilité que le socle influence un jour les politiques économiques de l'Union européenne, il n'y a pas beaucoup de raisons de rigoler ou de sourire. Sa capacité à orienter les politiques des États membres, comme j'ai expliqué, il y a au moins un début à travers le semestre européen, ça a été intégré très vite. Sa capacité de redynamiser l'agenda social, y compris et notamment dans le domaine législatif, on est plutôt optimiste. Mais on n'a pas encore entendu Pascal. Bon, une question qu'il faut se poser avant que je conclue, pourquoi est-ce que le socle, dans quel sens le socle pourrait-il faire la différence? Parce que, comme certains vont nous rappeler, c'est peut-être un peu naïf de supposer que des principes, même s'ils sont écrits comme des droits, vont être rendus opérationnels un jour, en sachant qu'on a eu d'autres stratégies, des grandes stratégies, avec beaucoup de mots, avec beaucoup de paroles, beaucoup de vent, y compris celle de Lisbonne, la stratégie Europe 2020, etc. Il y a un motif pour être un peu sceptique, le rhétorique de droit est là, mais bon, on sait que voilà, ces principes en soi ne sont pas contraignants. La Commission utilisera et a déjà utilisé la législation, c'est vrai, on le voit, mais en même temps, elle s'appuie très fortement sur des éléments de soft law, comme on le dit en bon français, pour appuyer, et donc s'appuie fortement sur des instruments comme la méthode verte de coordination, le semestre européen, Europe 2020, etc. Donc scepticisme, peut-être le plus important, c'est que le socle, même s'il avait été proposé uniquement pour les pays de la zone euro, en fait a été adopté à l'unanimité par les 28, y compris d'ailleurs par le Royaume-Uni, et donc y compris par des gouvernements qui sont clairement et ouvertement contre toute nouvelle initiative ou toute nouvelle avancée vers une Europe plus sociale. Donc ne soyons pas naïfs, ça c'est la réalité politique. En même temps, donc comme j'ai évoqué, on a vu où le socle a très rapidement conduit à une ok, ça c'est un mot compliqué, merci, repolitisation des politiques sociales au niveau européen, dans le sens que le socle, et ça on voit dans les débats autour du socle, est beaucoup plus politique que les exemples que je viens de donner, c'est-à-dire la méthode verte de coordination, la stratégie Europe 2020, la stratégie pour l'emploi, etc., qui étaient en fait des discussions très spécialisées au sein de cercles restreints d'acteurs sociaux. Et donc là, je trouve, le contraste avec le socle est assez clair, c'est-à-dire que maintenant les débats sur le socle ne sont plus du tout confinés à des positions de débat relativement isolées au sein de cercles des initiés, mais déborde très largement dans les enceintes des politiques macroéconomiques, budgétaires, financières, etc. Donc ça c'est un changement. On explique assez facilement ce changement, le contexte politique de l'adoption de ce socle, dans le cadre d'un débat beaucoup plus large sur l'avenir de l'Europe. Ses origines, cette initiative du président de la Commission européenne même. Le projet de socle, en termes de développement, il a fait l'objet d'une vaste consultation publique auprès des partenaires sociaux, des ONG, mais aussi le Parlement européen a joué un rôle très actif, ce qui est assez différent de toutes ces autres initiatives que j'ai déjà mentionnées. Et son approbation a été assez exceptionnelle, au plus haut niveau, solennelle, proclamée par la Commission européenne conjointement avec le Parlement européen et à l'unanimité par le Conseil de l'Union européenne.
Pour conclure, quelques éléments, voilà, disons, pour la suite, dans les 2 minutes qui me restent, c'est ça, avant que la cloche... Ah, 1 minute, voilà, c'est parfait. Donc, c'était un choix de départ de la Commission européenne de se limiter à la mise en œuvre d'un nombre très limité d'initiatives. Hein. Donc, c'était bon, dans un réalisme politique. Nous, on propose dans ce bilan social de l'Union européenne 2018 qu'il faut en fait d'urgence une feuille, et avant les élections, une feuille de route précise qui définit les actions à court, moyen et long terme qui seraient nécessaires pour mettre en œuvre ce socle. Ceci, bien sûr, en vue des élections qui vont arriver, en sachant que la prochaine commission, le prochain parlement surtout, pourrait, ou sans doute n'aura, beaucoup plus d'eurosceptiques. Et même si le prochain parlement, la prochaine commission ne serait pas entièrement d'accord avec la feuille de route qu'on propose, mais elle pourrait difficilement l'ignorer complètement. Je n'ai pas le temps de vous proposer les quelques initiatives, vous allez les lire dans le bilan social, j'en suis sûr, ou ce sera pour la discussion éventuellement. En conclusion, on estime que depuis 20 ans, hein, une réelle dimension sociale a été mise sur la table, qui est assez considérable, même si elle n'est pas assez, comme Philippe l'a expliqué. Elle s'est ralentie très fortement, cette dimension sociale, après la crise, mais on voit effectivement en 2017, notamment à travers ce socle, une nouvelle dynamique. Et ce socle, à notre avis, peut constituer plus qu'une proclamation formelle. Je saute ça, juste pour vous dire que certains avaient espéré, et c'était très clair dans le bilan social précédent, donc voilà l'aspect historique auquel Philippe a fait allusion. Dans le bilan social de l'année précédente, il y avait différents auteurs qui avaient beaucoup d'espoir dans cette idée de coalition de volontaires, une coopération renforcée dans le domaine social. Maintenant, ce n'est plus à l'agenda. D'autres avaient mis des hypothèses que le Brexit aboutirait à une désintégration encore plus poussée de l'Union européenne. C'est ce qu'on voit cette année ou l'année précédente, c'est que en fait, on revient à un troisième scénario beaucoup moins dramatique que les 2 premières. Notamment hein, que en fait, ce sera toujours, ou encore cette année, l'incrémentalisme, des étapes modestes, mais espérons significatives, qui vont piloter la dimension sociale. Et on suppose, mais on pourrait ne pas être d'accord, que le socle européen pourrait faire partie de ces étapes modestes, mais avec un gros point d'interrogation, peut-être important. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Merci.